pose un sérieux problème. Madame, Messieurs, nous allons en discuter des pistes de solutions. Comment nous pouvons aider le chef de l'État à atteindre un pari pour qu'il y ait stabilité de la monnaie. N'oubliez pas que la corruption gangrène l'appareil, le fonctionnement de l'appareil de l'État. Et c'est tout cela, nous devons discuter comment lutter contre la corruption et quels sont les atouts qu'il faut mettre en place. Et surtout que le chef de l'État a déjà nommé récemment des structures qui vont lutter contre la corruption. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Madame, Messieurs, je vous dis que je vais recevoir pour vous Monsieur Pablo Mouquier, qui est un acteur de la société civile, coordinateur national de l'Observatoire citoyen des droits de lutte contre la corruption au CDC en cycle ici en République démocratique du Congo. Il est avec moi, Monsieur Pablo, bonjour. Bonjour, j'en profite aussi pour saluer les spectateurs, les téléspectateurs de Kinatu à travers cette émission Océan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vos côtés droits, je vois Maître Patrick Mbouyingandou, l'habitué de l'émission Océan, qui est cadre de l'UDPS, le parti au pouvoir. Il est aussi secrétaire général de la nouvelle génération Tshisekedi, il est aussi un analyste politique. Monsieur Maître, je dois l'appeler ainsi, Patrick Mbouyingandou, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore Lumumba. La santé? On se porte mieux. Merci beaucoup. Nous allons recevoir un autre invité qui est en train d'arriver. C'est Doulimuntu Loulou il est en train de faire son entrée. Il va faire son entrée sur ce plateau bientôt. Doulimuntu Loulou, c'est un économiste de formation. Il est avocat de surcroît. Il est aussi secrétaire national de la jeunesse responsable, qui est une société civile. Il va être avec nous sur ce plateau, c'est-à-dire nous allons débattre pendant 45 minutes des points chauds. Je vais commencer d'abord avec les premiers points, Madame, Messieurs, sur la corruption. Patrick Mbouyingandou, la corruption en République démocratique du Congo bat son record. Comment vous trouvez? Est-ce que nous pouvons aider les chefs de l'État à atteindre son pari? Parce qu'il fait de la corruption, de la lutte contre la corruption, son champ de bataille. Voilà. Merci beaucoup pour votre question, Monsieur Théodore Lumumba. Je m'en vais dire que les chefs de l'État, qu'il a commencé la campagne, il avait mis l'accent sur la lutte contre la corruption, qui est l'un des fléaux qui a toujours caractérisé notre système politique. Et il a rappelé qu'il voulait récupérer tous les fonds qui sont l'écoulage des fonds publics. Il faut les mettre à la disposition du peuple congolais. Et je pense qu'en ce moment, nous avions déjà un conseil spécial en la matière. Et donc, il va passer des paroles aux actes et nous espérons qu'avec une justice totalement indépendante, la corruption n'aura plus droit de citer dans notre système politique. Ça, c'est sûr, nous allons l'éradiquer. Il faudrait peut-être du temps et qu'on puisse se préparer, tous les acteurs politiques, à changer de mentalité, puisque la corruption, ce n'est pas seulement en termes monnayés, ce n'est pas seulement l'argent. La corruption, c'est aussi une façon d'accorder certaines faveurs à des individus qui ne méritent pas. Le fait d'accorder à quelqu'un une promotion alors qu'il ne mérite pas, c'est une forme de corruption. Donc, il faudrait que nous insistions que la corruption freine le développement de notre pays. Et si aujourd'hui, l'économie est par terre à cause de la Covid-19, c'est parce que la corruption a longtemps caractérisé notre espace politique. Merci beaucoup. Très bien, mais vous trouvez qu'avec l'arrestation de Vital Kamerhe, c'est ça le début d'un état de droit? Oui, c'était un premier coup d'envoi, un message, un signal fort lancé en direction de tous ces détourneurs de fonds publics. Je ne suis pas en train de dire que Vital Kamerhe a réellement, ce n'est pas moi qui l'ai condamné, c'est plutôt la justice. La justice a jugé et a tranché. En ce moment, il est occupé à faire interjecter appel. C'est son droit. Mais je dis ceci, il y avait des indices sérieux qui pesaient contre la personne de Vital Kamerhe. Et à ce jour, jusqu'à là, il n'a jamais démontré, pièce contre pièce, qu'il est innocent. Quittons le débat. Je vais prendre M. Pablo Mouquier. Merci beaucoup. M. Pablo, vous dirigez vraiment une structure de lutte contre la corruption
vous trouvez que les chefs de l'État peuvent à tout prix éradiquer ces fléaux? Bon, merci beaucoup pour la question. En fait, depuis que, comme le co-débatteur vient de le dire, c'est depuis qu'il a commencé à battre campagne qu'il avait promis qu'il va faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Oui. Et juste après son investiture, dans tous les discours, que ce soit au niveau national ou au niveau international, il revient là-dessus. Mais pour nous, acteurs de la société civile, notre conviction, c'est de voir le chef de l'État matérialiser cette volonté à travers les actes. Certainement que lutter contre la corruption, il y a le premier pas qu'il a déjà posé, mettre en place des institutions devant s'occuper de la lutte contre la corruption. Mais pour nous, nous trouvons que ce n'est pas assez. Certainement que mon co-débatteur vient de parler du procès Vital Kamerhe, qui est, selon lui, le premier pas vers la lutte contre la corruption. Il soutient ici qu'il y a des indices de culpabilité. Mais de notre côté, au niveau de la société civile, quand la machine judiciaire est déclenchée, on s'abstient à donner un point de vue. Parce qu'il est déjà au niveau de cour d'appel. Il y a des points de vue qui divergent. Il y a ceux-là qui soutiennent que peut-être c'est un procès politique, règlement des comptes politiques. Il y a d'autres qui soutiennent vraiment qu'il y a des indices. Nous ne voulons pas entrer dans le débat pareil, mais nous aimerions assez que le chef de l'État poursuive avec d'autres questions de corruption que nous avons connues. Il y a beaucoup de dossiers. Des dossiers qui concernent la lutte contre la corruption. Et s'il s'arrête seulement au dossier de maisons préfabriquées, nous croyons que cela risquerait d'être pris. Vous étiez sorti médiatiquement récemment, vous interpellez les chefs de l'État. Je tente de l'interpeller effectivement pour qu'il puisse jeter un autre regard sur d'autres dossiers pendants qui méritent bien entendu l'attention du chef de l'État pour que l'on parvienne au moins à arriver à mettre en place des mécanismes devant récupérer l'argent qui était dilapidé et que ça profite à l'économie du pays. Très bien. Je vous avais dit que je vais recevoir sur ce plateau Dolimou Touloulou. Il est avec nous déjà. Il a fait son entrée. Dolimou Touloulou, bonjour. Bonjour, je vous remercie aussi de votre invitation et aussi je voudrais aussi dire bonjour à mes co-débatteurs et puis aux téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est l'émission Séance sur Kinactu Télévision. Madame, Messieurs, Dolimou Touloulou, le chef de l'État fait de la corruption son cheval de bataille. Ici, je vous présente en qualité du secrétaire national de la jeunesse responsable. Vous êtes aussi un analyste politique, libre penseur. Vous trouvez qu'il va atteindre son pari, Tshisekedi? Oui, si la volonté y est, il peut peut-être arriver, mais à condition qu'il ne soit pas peut-être bloqué dans certains accords, qu'il ne soit pas bloqué dans certaines considérations. Parce que vous allez vous en rendre compte quand je vais vous dire tout à l'heure que le 27 septembre 2019, nous l'avons suivi au niveau de la TV5 quand il a dit qu'il ne va pas fouiner. Or, la justice exactement fouine les passés, les présents, pour permettre à ce qu'on puisse avoir des éléments pouvant permettre à ce qu'on puisse rendre des justices d'une manière équitable et non sélective. Parce que nous risquons peut-être de croire, on s'intéresse seulement à un seul cas, à partir du moment où il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Vous comprenez, la République du Congo a tellement trop perdu. S'il faut être trop regardant, moi je peux même me permettre de dire qu'il faut remonter même jusqu'à 1885. Donc, bon, voilà qu'aujourd'hui, le chef de l'État s'est permis de lui-même de dire qu'il ne va pas fouiller le passé. Or, en tout cas, donc il doit enterrer la corruption. Vraiment, c'est la justice qui veut qu'on puisse chercher à savoir qui doit répondre à quel niveau et surtout qu'il y a ces principes de redevabilité. Chacun de nous doit dire, même de lui-même, même si tu es soupçonné seulement
En tout cas, il faut avoir le plaisir de venir s'expliquer pour dire que j'ai été soupçonné dans telle situation. Au lieu que vous m'apportiez des preuves, eh bien moi je viens tout simplement me justifier pour faire comprendre que j'ai assumé avec toute responsabilité les fonctions qui m'ont été données. Je suis très content. Patrick Mouingandou, je vais rappeler que vous êtes secrétaire général de la nouvelle génération de Tshisekedi, cadre de l'UDPS. Les chefs de l'État acceptent de ne pas fouiner dans le passé et pourtant, la corruption, il veut faire de la corruption son cheval de bataille. Cher ami Théodore Lumumba, j'aimerais préciser ici que notre co-débatteur n'a pas peut-être saisi l'essence du discours du chef de l'État ou ses propos. Quand le chef de l'État dit qu'il ne veut pas fouiner dans le passé, il parlait dans un contexte habituel africain où le président qui vient d'entrer en fonction, va commencer à faire la chasse aux sorcières. Quand il dit qu'il ne va pas fouiner, ça dit qu'il ne veut pas faire la chasse aux sorcières. Il ne veut pas se venger. Il est venu avec une politique de réconciliation. Il est venu avec une politique... Mais la corruption aussi fait partie de... Je n'ai pas encore fini. Quand le chef dit qu'il ne veut pas fouiner, cela n'est pas synonyme de dire qu'il encourage l'injustice. Non. Le chef a lancé un appel. Et c'est aux acteurs de la société civile de s'approprier ces discours-là. Quand il dit qu'il ne veut pas fouiner, il veut laisser la justice agir en toute indépendance. Et c'est ça le combat de l'UDPS. Il faut qu'il y ait une justice équitable. Il faut que les auteurs des crimes odieux soient poursuivis, mais ce n'est pas à lui de les faire. Il y a l'appareil judiciaire et récemment, nous avions tous défendu l'indépendance de la justice. Ce n'est pas le ce n'est pas le président de la République qui va aller saisir la justice contre tel individu ou tel... Non, pour vous, vous avez analysé que le procès Kamere a donné le ton. Ce n'est pas un procès politique, c'est un procès, et tout le monde l'a suivi, puisque c'était médiatisé. Ce n'est pas nous qui avons demandé que ce procès soit public. Mais quand il a été médiatisé, tout le monde s'est rendu compte que pièce contre pièce, c'était qu'un slogan. À présent, c'est vrai que mon co-débatteur estime qu'il ne faut pas émettre de point de vue sur une affaire judiciaire qui est en cours. Mais moi, j'estime que Kamere en avait fait trop de sa personne. Il aurait dû laisser, j'espère qu'en appel, il va faire appel à des avocats et il va laisser les avocats poser des actes. Et je parie même que ces premiers avocats étaient un peu déçus de cette prestation. Il faut laisser la justice faire son travail. Ça veut dire quoi? Il y a les juges d'un côté, il y a les procureurs d'un côté, il y a les avocats d'un côté, et tous concourent à l'éclatement de la vérité. Monsieur Pablo Mounté, coordinateur national de l'Observatoire citoyen des droits et des luttes contre la corruption. Quelles sont les bases sur lesquelles, soit les piliers, qui peuvent aider au chef de l'État pour lutter contre la corruption? Merci beaucoup. Vous savez, ici en République démocratique du Congo, nous avons déjà défini 2 politiques nationales de lutte contre la corruption. La première date de 2002, qui avait été complétée en 2009. Donc, comprenez qu'en RDC, nous avons déjà une politique nationale de lutte contre la corruption. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si cette politique qui a été élaborée en 2009 répond aux enjeux actuels. Et bien entendu, parce que vous savez que la lutte contre la corruption doit être holistique. Parce que c'est quelque chose qui est la corruption date de 2002, qui avait été complétée en 2009. Donc, comprenez qu'en RDC, nous avons déjà une politique nationale de lutte contre la corruption. Oui. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si cette politique qui a été élaborée en 2009 répond aux enjeux actuels. Et bien entendu, parce que vous savez que la lutte contre la corruption doit être holistique. Parce que c'est quelque chose qui est la corruption n'atteint pas seulement
le système politique du pays, comme le premier co-débatteur l'avait dit, mais c'est M. Patrick. C'est toute la vie sociale qui est entachée par la corruption. Vous verrez même qu'il y a une catégorie de gens qui a déjà banalisé la corruption. Et on voit comment est-ce que la corruption se consomme du jour au jour, que ce soit sur la route. Les voies à suivre, comment lutter? C'est là que je voulais parler. Oui. C'est-à-dire que ça doit être une démarche beaucoup plus holistique qui concerne toute la vie de la société. Et vous savez que la lutte contre la corruption, parler de la lutte contre la corruption renferme 3 éléments. Il y a l'aspect préventif, l'aspect détectif et enfin l'aspect répressif. Quand on parle de l'aspect préventif, c'est-à-dire c'est là où on doit essayer de sensibiliser la masse, essayer de vulgariser les différents instruments, mais aussi essayer d'adopter, de mettre dans le vécu quotidien pour que la corruption ne se consomme pas. C'est-à-dire que ce soit dans le programme à l'école, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, que les gens s'imprègnent de mots, c'est-à-dire des méfaits. Maintenant, là, il y a des rapports. Et la détection, c'est-à-dire c'est là où on doit mettre en place des mécanismes devant dénicher tous ceux-là qui pratiquent la corruption. Et punir aussi. Là, c'est là le 3e palier, la répression, là où les juridictions doivent essayer de jouer le rôle de répression pour essayer au moins de punir, de poursuivre et de punir tous ceux d'appliquer la loi sur tous ceux-là qui parviennent à pratiquer la corruption. Très content. Je trouve que je suis devant un expert. Un peu rapidement, parce que... Je n'étais pas en train de terminer. Maintenant, là, il y a des rapports qui ont déjà soutenu que... Je prends par exemple le rapport de Bouzolo qui a dit qu'il y a plus de 15 milliards de dollars qui se volatilisent. Du jour le jour. Du jour au jour, chaque année, le Congo perd 15 milliards de dollars. Et c'est honteux qu'aujourd'hui, avec un budget de 4 milliards, c'était 11 milliards réduit, ainsi de suite. Et qu'il y a 15 milliards dans des poches des gens. C'est-à-dire, nous aimerions assez que la lutte contre la corruption, que ce ne soit pas comme un slogan, on va faire ceci, 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 que ce soit ressenti. Que ce soit ressenti, c'est-à-dire il y a de l'argent qu'on a récupéré auprès de ceux-là qui pratiquent la corruption, et que ça pèse dans le panier de la ménagère. C'est-à-dire que même que ça soit une réalité, même dans le mental des Congolais. Parce que vous verrez que vous pouvez entrer dans un bureau, il y a tout un système, on te dit non, viens, je vais vous faciliter la procédure, elle est longue, vous voyez si vous passez par des voies. L'expert, il l'a détaillé. Nous, les Moutouloulou, créer une structure pour lutter contre la corruption, c'est ça d'ailleurs, lutter contre la corruption. Oui, je voudrais d'abord répondre pour dire que je suis très fier de l'expert qui vient de nous déterminer de différentes phases pouvant permettre à ce que nous puissions avoir la facilité de bien mener cette lutte, parce que c'est vraiment un idéal. C'est un idéal. Ce n'est pas un slogan ou soit c'est pas une réplique ou soit un programme d'un parti politique. Non, c'est justement la volonté aussi du constituant. Parce que si vous vous rendez compte dans l'exposé des motifs, vous allez remarquer sur les préoccupations majeures, on dit lutter contre l'impunité et puis adopter aussi une autre gouvernance. Ici, je voudrais parler de la détection. Vous devez comprendre qu'il y a des structures pouvant permettre à ce que notre État, je ne parle pas de la justice seulement, mais de notre État de pouvoir, n'est-ce pas, prévenir, détecter et sanctionner. Il y a les cours et tribunaux, parce que c'est vraiment un idéal. Hein? C'est un idéal. C'est pas un slogan ou soit c'est pas une réplique ou soit un programme d'un parti politique. Non, c'est justement la volonté aussi du constituant. Parce que si vous vous rendez compte dans l'exposé des motifs, vous allez remarquer sur les préoccupations majeures, on dit lutter contre l'impunité et puis adopter aussi une bonne gouvernance. Ici, je voudrais parler de la détection. Vous devez comprendre qu'il y a des structures pouvant permettre à ce que notre État, je ne parle pas de la justice seulement, mais de notre État de pouvoir, n'est-ce pas, prévenir, détecter et sanctionner. Il y a les cours et tribunaux, parce que parmi les institutions, nous avons le président de la République, nous avons le gouvernement, nous avons le Parlement et les cours et tribunaux. Ici, chacun de nous sait la fonction, ou soit la mission confiée à toute institution. Alors, quand moi je dis, le chef d'État aurait tout simplement, j'ai bien dit, je vais peser mon mot,
je voudrais bien peser mes mots. Oui. Les chefs d'État pouvaient tout simplement se limiter à dire je n'influencerai pas la justice, je ne peux pas peut-être donner des injonctions à la justice, et point. Mais dire que moi je ne finirai pas. Là, ça donne une mauvaise connotation. Voilà, vraiment. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas à lui. Les termes étaient mal utilisés. Oui, ce n'est pas à lui, c'était pas à lui. On ne peut pas dire une chose et son contraire, adopter une chose et son contraire. Ce n'était pas à lui. Non, Donc, lui, ce n'est qu'une institution qui joue le rôle d'arbitre. Les corrupteurs et les moins- corrompus profitent de cette parole-là. Si du moins il y a quelque chose qui ne va pas, c'est lui maintenant au regard de l'article 69 de jouer comme l'arbitre pour dire que non, voilà le bon fonctionnement, voilà comment est-ce que vous devez vous comporter. Mais c'était une émission dans laquelle on lui posait des questions par rapport à la corruption. Rappelez-vous du mot, par rapport à la rétrocommission, qui aujourd'hui l'expert ne peut pas me 15 contredire. millions, toujours avec les L'expert caméras ne va pas lui-même. me contredire pour me dire que c'est parmi les méfaits de la corruption. Donc vous comprenez, c'était suite aux questions posées par les journalistes. Moi j'étais Le consterné. contexte était, le thème était la corruption. Très bien, c'est dans un contexte bien défini. Je ne Moi dois pas finir dans le passé. j'étais consterné pour entendre le chef d'État dire que je ne finirai pas. Moi je voudrais lui dire que ce n'était pas à lui de finir. Que faire alors pour lutter contre la corruption? Et aujourd'hui, nous proposons tout simplement qu'il y ait création d'un parquet financier. Très bien. C'est bien. Un parquet financier et permettre à ce qu'il y ait aussi... Ça va jouer quel rôle, En l'instar de France. Ça va jouer quel rôle? Nous avons un système de juges d'instruction. Et ces juges ne dépendent pas directement du ministère de la Justice comme le parquet. Parce que nous avons un débat ici actuellement. Savoir est-ce que le parquet doit dépendre du ministère pouvoir de la exécutif. Justice. Et ça, c'est un débat. Aujourd'hui, nous observons un débat. Mais en France, ils ont déjà résolu pour dire qu'il faut qu'il y ait un juge d'instruction qui ne dépend pas du ministère de la Justice. Il est indépendant dans la recherche seulement des infractions. Et il ne peut pas saisir les cours et tribunaux. C'est seulement le parquet qui peut saisir les cours et tribunaux, peut-être avec les éléments confiés par les juges d'instruction. Raison pour laquelle vous allez remarquer même Sarkozy, l'ancien président, répondant. Est-ce que vous comprenez? Mais ici chez nous, les Il était même une fois en résidence surveillée. Oui, ici chez nous, le législateur va confectionner une loi pour dire que l'ancien président peut tout faire et il est inviolable, l'ancien président peut tout faire, ne sera pas inquiété. Voyez un peu, c'est ça notre souci. Alors maintenant, pour lutter contre la corruption, nous devons commencer maintenant à faire un toilettage de toutes les lois qui ne permettent pas à la République du Congo d'être actif et permettre à ce que nous puissions mettre des lois dans lesquelles les systèmes que nous voulons peut-être adopter, qui est aussi l'une des préoccupations majeures du constituant, c'est quoi? L'instauration d'un état de droit. Vraiment. Or, dans cette instauration d'un état de droit, c'est quoi? C'est tout le monde, y compris l'État en tant que puissance publique, soit, n'est-ce pas, sous la loi. Je suis très content. Madame, Messieurs, c'est un long débat. Je crois que nous allons, parce que nous avons deux thèmes, nous entrons directement dans notre... toutes mes excuses, c'est à moi la police du débat. Nous allons entrer directement dans notre deuxième thème. Et je comprends que je vais vous passer la parole. Deux thèmes, nous entrons directement dans notre... toutes mes excuses, c'est à moi la police du débat. Nous allons entrer directement dans notre deuxième thème. Et je comprends que je vais vous passer la parole juste pour quelques secondes. Oui, oui. Vous voulez ajouter quoi? Je voulais ajouter parce que je suis très content de ce que mon co-débatteur vient de dire. Oui. Mais vous savez qu'il y a des institutions, oui, des institutions qui existent, des mécanismes au niveau interne qui existent, qui peuvent nous aider à lutter contre la corruption, mais qui ne fonctionnent pas. Prenons le cas de la Cour des comptes. La Cour des comptes existe ici dans notre pays depuis 33 ans. Mais vous allez comprendre que cette Cour des comptes ne fonctionne pas. Il y a au niveau, regardez au niveau national, il y a 66 national, il y a 66 juges. 66 juges seulement. Et cette Cour de compte a un parquet. Mais ce parquet-là ne fonctionne pas. C'est là qu'on devrait parvenir à arriver. Si le président de la République a cette intention-là, ça ne sert à rien de créer des arguments. Je suis très content, Monsieur Pablo. Merci beaucoup qu'on y mette seulement la volonté. Obsolète. Vraiment, vous comprenez que c'est par manque de volonté que cela ne fonctionne pas. Enfin, le chef de l'État est interpellé. Je suis... Merci beaucoup qu'on y mette seulement la volonté. Obsolète. Vraiment, vous comprenez
confirmez que c'est par manque de volonté que cela ne fonctionne pas. Enfin, le chef de l'État est interpellé. Je suis très content parce que ce sont des grands messieurs qui vous interpellent. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous nous suivez, peut-être à travers vos services, peut-être à travers vous-même. Voilà que vous devez agir. Créer des structures, ce n'est pas mauvais, mais l'applicabilité. Deuxième thème de ce débat, madame, monsieur, nous parlons de la dépréciation de la monnaie. Ah, c'est trop grave. Je me vois, on me paye 300 000 francs congolais. Quand je m'en vais un peu pour trouver les dollars, payer mon loyer à 150 $, je me vois endetté pour payer mon loyer. C'est trop grave. Je commence avec l'économiste. Nous devons comprendre qu'il y a des principes qui gouvernent. Il faudrait être quand même honnête, reconnaître qu'il y a une crise, il y a une pandémie. Et aussi, c'est aussi lié à notre système qui veut qu'on puisse trop dépendre de l'extérieur. Nous avons une économie extravertie. Nous devons être honnêtes. Ce n'est pas parce que je ne suis pas pour la politique du chef de l'État que je devrais être contre même l'évidence, devant l'évidence. Vraiment. Non, vous savez, cette dépréciation, c'est récent partout, même aux États-Unis. Vous savez que même le dollar a perdu la valeur. Donc ça, c'est une réalité. Et accouplé avec nos propres difficultés d'antan, que nous avons déjà héritées il y a longtemps, ça vient encore nous déranger. Donc ici, je voudrais être un peu très réservé pour parler de l'économie et de la dépréciation parce que nous avons une situation... Mais nous pouvons sortir de cette gouffre. Hein. Oui, il faudrait maintenant commencer à réfléchir, au lieu de débattre sur le présent, réfléchissons plutôt sur ce que nous pouvons faire le futur. C'est ce qui est important. Maître Patrick. Merci beaucoup. Je ne suis pas économiste, mais je pense... Maître Patrick. Merci beaucoup. Je ne suis pas économiste, mais je pense que c'est une question qui intéresse toute la nation. Et nous devions quand même essayer de réfléchir à fond. Puisque, comme mon co-débatteur l'a dit, la Covid n'a épargné aucun pays. Et même les grandes puissances sont touchées et frappées de plein fouet. Leur économie est quasiment par terre. Alors, j'estime que... je pense que les solutions sont là à vivre une situation difficile depuis des années. Mais pas comme ces derniers temps. Oui, mais la Covid, il faut le dire, ça a remis en cause tous les systèmes. Un petit truc des Pampers jusqu'au-delà de 600 000 francs. L'économiste sera d'accord avec moi que la Covid a remis en cause tous les systèmes politiques, sociaux, économiques et même sanitaires. Donc il faudrait repenser tout ça. Mais je crois que la situation... C'est une leçon qui... Justement, il faudrait que nous sortions de cette crise, tant au niveau national qu'international, avec une économie repensée. Mais c'est comme si on garde de l'argent par certaines personnes. Quelqu'un même aurait dit que la mondialisation a démontré ses limites. Effectivement, Trump avait voulu imposer un certain protectionnisme, voulant limiter l'économie mondialisée, la globalisation, mais aujourd'hui on lui donne raison en quelque sorte, puisque la libre circulation des biens et des personnes fait que la pandémie se soit vite répandue en un rien de temps, alors que la grippe aussi avait frappé en son temps, mais ça avait pris du temps, en un temps record. Presque tous les pays du monde étaient atteints. Et les chiffres ne faisaient qu'augmenter de jour en jour. Donc c'est pour dire que notre système de santé a failli, notre système politique a failli, notre système économique a failli. Je crois que c'est le moment, quelqu'un même avait dit, il a lancé un appel, il a dit, c'est le moment que les symposiums des économistes, des experts dans tous ces domaines qui réfléchissent sur la question. Vous avez raison, nous devons penser à la vie future parce que la vie qu'on emmène maintenant, ce n'est pas une bonne vie. Monsieur Pablo, vous trouvez que... maintenant, ce n'est pas une bonne vie. Monsieur Pablo, vous trouvez que c'est peut-être une possibilité de sortir de cette voie de crise selon les amis? Oui, j'ai remercié cette pandémie. Certainement que cette pandémie a accentué une situation qui était déjà fragile au niveau de notre pays.
tant que notre pays, les devises étrangères seront en train de prendre place à la monnaie nationale, cette situation, nous allons toujours connaître la dépréciation de notre monnaie. Vous verrez que, par exemple, la dollarisation du système, du circuit commercial. Une monnaie forte à côté d'une monnaie, je ne suis pas économiste, à côté d'une monnaie faible, vous sentirez directement les conséquences. Mais si vous circulez le pays de l'Est à l'Ouest, là, partout là où il y a un pays limitrophe, c'est la monnaie étrangère qui est consommée par les Congolais. Je prends par exemple à l'Est, il y a du côté du Burundi, du côté d'Ouvira par exemple, il y a les francs burundais qui sont consommés. Vers Kalemi, il y a les la francs monnaie tanzaniens, tanzanienne. Il y a par exemple Zambien. le Rwanda, ainsi de suite, Zambie, Angola ici, hein? France CFA au Congo-Brazza, et ainsi de suite. Vous comprendrez que tant que ce système-là, ces situations-là, qu'on va continuer à exister, nos francs congolais continueront toujours à connaître une dépression. Il y a aussi le problème de la production. Au Congo, on ne produit pas. Nous avons combien d'entreprises qui produisent? En plus, les réserves à la banque. Il y a ailleurs, là où j'avais vu un film en France, là où on montre la réserve en matière première pour garantir au moins que la monnaie ait une valeur. Or, ici, nous produisons de l'or. Nous produisons beaucoup de matières premières. Je trouve que nous sommes vraiment acculés par le temps. Et nous n'avons pas de réserves. Mais ces réserves qui existent, avec les dépenses exorbitantes au niveau des politiciens, je prends la présidence de la République aujourd'hui. Si on voit la courbe, elle est tellement élevée que les dépenses des institutions parviennent au moins à faire que, même ils vont même toucher même les fonds de réserve. Avec l'histoire des caméras et tout ça. En tout cas. Vraiment. Rapidement, parce que nous allons chuter. Nous allons chuter. Nous aimerions assez qu'il y ait une politique devant nous permettre à faire sortir. Certainement, avec la Covid, il y a d'autres pays qui ont déjà envisagé. Après Covid, ça sera quoi? Nous aimerions assez que l'IDPS qui est au pouvoir, les FCC, CACH, ainsi de suite, qui est au pouvoir, qu'ils parviennent à aider la population, à avoir de l'espoir pour demain, pour que nous sachions qu'est-ce que ça va, il faut que moi, citoyen congolais, que je sache qu'après Covid... Nous sommes en train, d'ailleurs, nous avons atteint à la limite des minutes de l'Imoutouloulou. Vous avez pratiquement 1 minute pour conclure notre sujet. Que dira la communauté? Qu'est-ce que vous préconisez? Oui, regarde, je crois peut-être que mes collégateurs l'ont bien dit, pour dire que la pandémie doit nous profiter à un certain moment pour savoir là où il y avait des faiblesses. Parce qu'à un certain moment, l'homme croyait déjà être Dieu. Donc, moi, je crois peut-être que c'est le moment de nous remettre en cause, savoir ce que nous pouvons faire demain. Parce qu'il y aura plus grand que la pandémie des risques. Voilà ce que moi je voudrais bien dire. En ce qui concerne notre économie, avec les difficultés que nous avons, faiblesse. Parce qu'à un certain moment, l'homme croyait déjà être Dieu. Donc, moi je crois peut-être c'est le moment de nous remettre en cause, savoir ce que nous pouvons faire demain. Parce qu'il y aura plus grand que la pandémie demain. Voilà ce que moi je pourrais bien dire. En ce qui concerne notre économie, avec les difficultés que nous avons, je confirme et aussi je soutiens mon co-débatteur quand il dit qu'on devait avoir des réserves même en or. Ce qu'on appelle valeur des réserves, nous devons les avoir, même au niveau de la Banque mondiale. Tous les pays du monde qui ont des réserves au niveau de la banque, ce n'est pas en dollars, c'est en or. Or, nous ici, on nous dit que nous sommes un scandale géologique. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais vu un diamant, tu sais, à mon âge. Je n'ai jamais vu un diamant. C'est grave. C'est peut-être justement des slogans. Vraiment. J'étais en Afrique du Sud, j'ai eu des difficultés pour échanger des dollars. On me dit qu'avant d'échanger des dollars, il faut avoir ton passeport et avec ce passeport, prouvant que tu viens de l'extérieur, pouvant te permettre d'échanger. Je suis resté dans un hôtel enfamé et j'avais 1 000 $ en poche. Vraiment. Donc ça dit, pour eux, tout doit se passer au niveau des banques. Même quand nous regrettons aujourd'hui que nous avons plus de monnaie étrangère ici chez nous, moi je me réjouis pour dire que la RDC c'est un marché. Et c'est nous qui ne profitons pas. Donc, on peut bien profiter et être maître dans tous ces marchés, dans leur pays, pour dire que venez chez nous, parce que chez nous, on peut avoir aujourd'hui
une bonne réserve de francs CFA chez nous. On peut avoir aujourd'hui une bonne réserve de dollars tanzaniens chez nous parce que les opérations se font ici chez nous. Donc voilà. Juste une politique. Je suis chez Maître Patrick Mwingandou. Une minute seulement parce que la régie me dit nous avons d'autres émissions juste après celle-ci. Rapidement. En tout cas, moi je crois que je suis du même avis que notre co-débatteur qui a estimé que la Covid n'a fait que révéler nos faiblesses, nos insuffisances. Il faudrait qu'on tire des leçons de cette Covid. Je pense qu'il faut diversifier notre économie. Très bien. Parce que notre économie n'a fait que révéler nos faiblesses, nos insuffisances. Il faudrait qu'on tire des leçons de cette Covid. Je pense qu'il faut diversifier notre économie. Très bien. Parce que notre économie, non seulement elle est extravertie, mais elle est plus focalisée sur les mines. Mais ces mines-là nous permettent de faire entrer les devises. Mais actuellement, avec la situation, on ne sait même pas exporter, ça pose ni un importer. problème. Donc, sur le plan économique, il faut que les Congolais puissent serrer la ceinture, qu'ils puissent soutenir le chef de l'État dans sa volonté ferme qu'il a de changer les choses. Il a prôné la bonne gouvernance, il est occupé à traquer. Monsieur Pablo, une minute, terminez rapidement. Oui, merci beaucoup. Nous devons avoir confiance. Merci pour toutes les contributions, mais nous devons d'abord avoir confiance en notre monnaie. D'accord. On doit renforcer notre monnaie, nous devons diversifier la production, l'agriculture, ainsi de suite, pour que nous ayons des bases solides pour essayer au moins de faire une relance économique. Je suis très content. Madame, monsieur, ça n'est complètement fini pour cette émission. Les numéros sont en train de passer au bas de votre télévision. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur notre WhatsApp rapidement pour des questions et des suggestions. Je suis très content d'avoir reçu sur ce plateau de Mimoutou Loulou, qui est secrétaire national de la jeunesse, responsable économiste de son État et analyste politique libre penseur. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci. Patrick Mwingandou, avocat de surcroît, et secrétaire général de la nouvelle génération Tshisekedi, cadre de l'UDPS, analyste. Merci d'avoir participé à notre émission. Moi, je vous remercie. Monsieur Pablo Mou, qui est coordinateur national de l'Observatoire citoyen des droits et des luttes contre la corruption, acteur de la société civile, merci parce que vous avez participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Je suis Théodore Loumou, madame, monsieur. Augustin Capouille a derrière ses caméras. Je suis en train de vous dire tellement merci. Nous allons nous retrouver le jeudi pour un autre numéro. Merci de nous suivre en rediffusion à 15h juste de Kinshasa. Bonne suite des programmes sur Kinatu Télévision à travers cette émission Océan. Ciao.